Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche 30 juin 2024, le président kenyan William Ruto renonce à promulguer la loi des finances 2024 et 2025 votée par le Parlement et fortement contestée par la rue. Les manifestations violentes qui ont secoué le pays cette semaine l'ont obligé à reculer. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 s'est emparée vendredi d'une cité stratégique à l'est du pays nommée Kanyabayonga. Au terme de violents combats qui l'ont opposé à l'armée gouvernementale, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a promis une riposte de son armée à la hauteur de la situation. L'Angola et la Côte d'Ivoire signent d'importants accords de coopération. L'Angola a promis à la Côte d'Ivoire de l'aider à devenir un important producteur de pétrole et de gaz. Bienvenue encore. Le retrait du projet de budget du gouvernement n'aura pas apaisé les tensions au Kenya, même si la manifestation dans la capitale, Nairobi, jeudi 27 juin, n'a réuni que quelques centaines de personnes, vite dispersées par des tirs de balles en caoutchouc ou de gaz lacrymogène lancés par la police. Et les routes menant à de nombreux bâtiments officiels, le palais présidentiel ou le Parlement, avaient été barrés par précaution avec une forte présence policière. Des militaires étaient également présents dans les rues malgré une décision judiciaire suspendant leur déploiement. Des manifestations rassemblant là aussi plusieurs centaines de personnes ont eu lieu dans des fiefs de l'opposition de Mombasa et Kisumu. 2 jours plus tôt, des milliers de personnes avaient manifesté à Nairobi avant que la journée ne tourne à l'émeute et au bain de sang, notamment aux abords du complexe de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont certains bâtiments ont été incendiés et saccagés par les manifestants. Au total, 22 personnes ont été tuées, dont 19 à Nairobi et plus de 300 autres blessés, a détaillé l'agence kenyane de protection des droits humains. Le président de l'association médicale kenyane, Simon Kingundu, a dit n'avoir jamais vu un tel niveau de violence contre des personnes sans armes. Selon plusieurs organisations non gouvernementales, la police a tiré à balles réelles pour tenter de contenir la foule qui a forcé des barrages de sécurité pour pénétrer dans le complexe, une attaque inédite dans l'histoire du pays indépendant depuis 1963. Ce mouvement de contestation inédit mené par la jeunesse qui a commencé en ligne s'est étendu dans tout le pays à moins de 2 semaines a pris de court le président William Ruto. Il a émergé peu après la présentation au Parlement le 13 juin du budget 2024 et 2025, prévoyant notamment une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers. Mercredi, le président William Ruto, qui avait pourtant appelé à réprimer fermement la violence et l'anarchie, a finalement annoncé le retrait du projet de budget et promis une concertation nationale avec la jeunesse. Au-delà du projet du budget désormais écarté, la contestation s'est transformée en une dénonciation plus large de la politique du président William Ruto, élu en 2022, avec la promesse de favoriser la redistribution des richesses. Le gouvernement justifie les nouvelles taxes par le poids de la dette. Comment gérer ensemble notre situation d'endettement, a interrogé le président William Ruto après avoir capitulé sur le projet de budget. Selon lui, il manque de l'argent, en particulier pour financer des programmes pour les agriculteurs et les enseignants.
En mission dans l'Est de la République démocratique du Congo, la première ministre du pays, Judith Suminwa, a rendu visite jeudi aux personnes déplacées à Goma, la capitale du Nord Kivu, en raison du conflit avec les rebelles du M23, où un tir d'obus avait fait 35 morts, on s'en souvient, au mois de mai dernier, selon les autorités. Là-bas, la première ministre a été catégorique, insistant sur le fait que la République démocratique du Congo, son pays, ne négociera pas avec son voisin rwandais, accusé, vous le savez, de soutenir la rébellion du M23. Face à des déplacés désespérés par leur situation, Judith Suminwa a déploré les conditions de vie dans le camp et promis de trouver une solution définitive à leur situation. Dans le même temps, le président angolais Joao Lourenco, en visite officielle en Côte d'Ivoire, a déclaré jeudi que les négociations étaient en cours pour organiser très prochainement, selon lui, une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ces deux homologues rwandais et congolais, afin de parvenir à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à la presse jeudi, le président angolais, médiateur de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, a réitéré son engagement à résoudre ce conflit par la voie de la négociation. Une telle rencontre entre les deux dirigeants est en effet à l'étude depuis le début de l'année, mais ne s'est pas encore concrétisée. Sur le terrain, les rebelles, la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, semble prendre le dessus sur l'armée gouvernementale. Vendredi, les rebelles se sont emparés de la cité de Kanyabayonga qui leur ouvre la voie à la province de Lubero. Ceci a poussé le président Félix Tshisekedi à réunir son conseil de la défense afin de trouver des solutions appropriées à cette situation catastrophique. S'exprimant à la télévision nationale, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, ce 30 juin 2024, Félix Tshisekedi a promis d'en finir bientôt avec ce problème de la rébellion du M23 qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, dont il est à la tête. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance,
accueillis par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population, avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. La République démocratique du Congo et le Tchad. Cette fois-ci, nous ouvrons un chapitre d'amitié. Et donc, les deux pays ont signé mardi 25 juin en N'Djamena 3 accords de coopération. Le premier est un accord cadre de coopération globale. La deuxième porte sur l'exemption de visa réciproque pour les citoyens de chaque pays. Et le troisième fait un focus sur les consultations diplomatiques régulières. La signature de ces accords a été supervisée par les présidents de ces deux nations, Félix Antoine Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby Itno, à la fin de la visite d'État du président congolais en terre tchadienne. Lors de leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également échangé sur les dossiers sécuritaires tels que la menace terroriste au Sahel et l'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les relations bilatérales entre leurs pays, rapporte la présidence de la République démocratique du Congo dans sa dépêche du 25 juin. Sur le plan sécuritaire, les deux présidents ont insisté pour que la communauté internationale mette tout en œuvre pour appuyer les efforts de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique et dans le monde. La dépêche de la présidence de la République démocratique du Congo du 25 juin renseigne aussi que les deux hommes ont réaffirmé leur volonté d'approfondir les relations tant économiques, politiques que diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Tchad. La grande commission mixte République démocratique du Congo-Tchad va se réunir très prochainement à Kinshasa. De plus, le chef de l'État a invité le président Idriss Déby à effectuer une visite officielle en République démocratique du Congo, comme on peut le lire sur le site de la présidence de la République démocratique du Congo. Le président congolais a été élevé lundi 24 juin à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. La cérémonie officielle s'est déroulée lors du dîner d'État offert à son honneur par son homologue tchadien au palais présidentiel. C'était pour le remercier pour son implication en tant que facilitateur du processus de transition au Tchad ayant abouti à l'organisation du scrutin présidentiel apaisé le 6 mai dernier, le 6 mai 2024, qui a porté maintenant le président Idriss Déby à la présidence de façon légale. Mahamat Idriss Déby explique justement ce qui l'a poussé à élever le président congolais à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Mahamat Idriss Déby.
Il vous souviendra qu'au début de la transition, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, nouvellement élu, nouvellement porté à la tête du président en exercice de l'Union africaine en son temps, a été un soutien de taille pour la transition tchadienne. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Cet effort a connu son pic lors du sommet extraordinaire de la CAC convoqué à Kinshasa, lequel vous a désigné comme facilitateur de la transition tchadienne. Cette étape nous a permis de découvrir en vous, chers frères, une personne exceptionnelle, un leader dont la sagesse, la détermination et la vision ont été les piliers de notre chemin vers la paix. L'accord de Kinshasa n'a pas été une simple formalité. Tout comme, Monsieur le Président, chers frères, vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. La coopération entre les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger a pris un chemin de non-retour, a déclaré le président de transition du Mali après un entretien mardi 25 juin à Ouagadougou avec son homologue burkinabé. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, voisins et alliés depuis l'arrivée de militaires au pouvoir après des coups d'État respectivement en 2020, 2022 et 2023, ont multiplié les actes de rupture avec la France. Ils ont également annoncé en janvier leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qu'ils jugent instrumentalisée par la France. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, a notamment pour but de sortir des partenariats de façade et non efficaces pour nous orienter vers les partenaires sincères tels que la Russie, la Chine et la Turquie, a affirmé le colonel Assimi Goïta. Ces nouveaux partenariats ont permis aux trois pays de bien s'équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes, a-t-il poursuivi, alors que ces trois États sont minés par les violences meurtrières des groupes djihadistes. Nous avons fait le point de notre coopération sur le plan bilatéral, abordé les questions sécuritaires et les questions sur le plan de développement économique, a également affirmé Assimi Goïta. Le Mali et le Burkina Faso travaillent ensemble sur des formations conjointes pour renforcer nos capacités opérationnelles terrestres et aériennes, sur le partage de renseignements entre nos services de renseignement et la mutualisation de nos moyens, a encore ajouté le président malien. Nous écoutons justement à ce propos le colonel Assimi Goïta. Le Sahel a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères.
et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Et dans le cadre de la création de l'AES aujourd'hui, on a une très bonne dynamique au sein de nos 3 États. Et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon conjointe. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes, beaucoup de bases ont été détruites. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il va toujours y avoir cette délation, cette communication que j'appelle le terrorisme informationnel médiatique, qui va essayer toujours de nuire à nos activités, à nos succès. Mais force est de constater aujourd'hui que cette situation est sous contrôle. Parce qu'aujourd'hui, nous menons nos opérations sans pression et sans pourtant demander la permission à qui que ce soit. Et c'est là avec des résultats escomptés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation dans les salles est stable. Mais il va toujours y avoir des incidents parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Comme il n'y a pas de risque à 0%, il va toujours y avoir des incidents, mais nous allons les gérer cas par cas. Avec le Burkina Faso, la force est de reconnaître que cette coopération sur le plan sécuritaire avec le Burkina s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président Traoré. 14 accords de coopération bilatérale ont été signés jeudi à Abidjan entre la Côte d'Ivoire et l'Angola à l'occasion de la visite officielle de 72 heures du président João Lourenço à Côte d'Ivoire. Des accords portent sur la coopération dans les domaines de l'agriculture, des mines et des hydrocarbures, des sports, de la gestion des ressources en eau, de la santé, de la forêt, des TIC et de la culture, des consultations politiques, de l'autonomisation des femmes, de l'industrie et de la radiodiffusion-télévision en vue d'échanger les contenus. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité des relations d'amitié qu'entretiennent les Angolais et les Ivoiriens, réaffirmant la volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs salué l'engagement du président angolais pour la paix et la stabilité dans la région d'Afrique centrale et australe et son implication personnelle dans la recherche de solutions aux problèmes qui s'opposent dans l'ensemble de l'Afrique centrale et notamment en sa qualité de président de la SADC. Le président angolais João Lourenço a pour sa part expliqué être venu en Côte d'Ivoire parce que l'Angola a compris que soit la Côte d'Ivoire ou l'Angola, nous avons beaucoup de choses à partager, fin de citation. La signature de ces 14 accords démontre bien l'intérêt réciproque des deux nations. Nous voulons apprendre de l'expérience de chacun des deux pays et développer nos économies dans l'intérêt de nos peuples, a conclu le président angolais. Sur la question de sa gestion du pétrole, de la gestion du pétrole ivoirien, João Lourenço a assuré être ouvert à partager la connaissance angolaise avec la Côte d'Ivoire en termes de formation des cadres et de partage d'expériences entre les entreprises. Les deux présidents, vous l'avez bien compris, insistent sur les relations commerciales et économiques. Avant tout, nous écoutons João Lourenço, suivi du président Alassane Ouattara. Des 14 accords signés aujourd'hui, l'un d'entre eux est relatif au domaine des ressources minérales, comme le pétrole, le gaz, et donc l'exploitation du pétrole, du gaz
sera donc un partage qui sera fait avec la Côte d'Ivoire afin qu'elle puisse bénéficier de ce partenariat de coopération entre nos entreprises qui exercent dans le domaine du pétrole et du gaz, aussi bien en Angola, l'agence de pétrole et de gaz. Je me réjouis aussi de la perspective demain de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes d'affaires, nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 30 juin 2024. Je vous en rappelle brièvement les titres principaux que nous avons développés. Le président kenyan William Ruto ne va pas promulguer la loi de finances 2024 et 2025, pourtant votée par le Parlement, mais fortement contestée par la rue. Les violentes manifestations qui ont dernièrement secoué le pays ont obligé le président à reculer. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 s'est emparée vendredi de la localité de Kanyabayonga, une cité stratégique qui ouvre la voie à la province de Lubero. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a promis une riposte de son armée à la hauteur de la situation. L'Angola et la Côte d'Ivoire signent d'importants accords de coopération. L'Angola a promis à la Côte d'Ivoire de l'aider à devenir un important producteur de pétrole et de gaz en partageant son expérience dans le domaine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin d'Afrique Hebdo de ce dimanche 30 juin 2024. Merci de votre intérêt, de votre fidélité et de votre fidélité. Je vous retrouve dimanche prochain. Ce sera le 7 juillet 2024. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Au revoir.